Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, cette conférence va reprendre les grandes lignes de l'arrêté, ce qu'on a appelé l'arrêté OPS-ULM, où, grosso modo, on peut dire ce qui s'assimile, je dirais, à des opérations de travail aérien sous une forme ou une autre, que ce soit des baptêmes de l'air, vol payant, ou des activités particulières également. Voilà. Donc cette présentation, certains l'ont peut-être déjà vue, on va la passer un petit peu rapidement. Donc qui va présenter les grandes lignes de l'arrêté, et puis ça sera complété dans un deuxième temps donc par, j'oublie ton prénom, par Emmanuel donc de la DSAC, tu peux peut-être te présenter. Voilà. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux sur ce créneau de la présentation de l'OPS-ULM. Donc je me présente, donc voilà, donc Bénard Emmanuel, en poste à donc la DSAC Question Centrale à la direction navigabilité et opération, et au pôle opération hélicoptère, aviation générale et drone. Merci Emmanuel. Donc cet arrêté OPS donc a été publié donc en début de cette année. Les trois points qu'il faut quand même rappeler. D'une part, c'est la DGAC qui promulgue et qui rédige les textes. Cet arrêté OPS, c'est quelque chose qui était dans les tuyaux depuis très longtemps, puisque ça faisait d'une part suite à des recommandations du BEA, et pas qu'une, mais il y a eu 7 ou 8 recommandations du BEA concernant des accidents, notamment avec des emports de passagers de vols payants, très clairement. Il y avait aussi une forte pression, il ne faut pas s'en cacher, d'autres acteurs de l'aviation. Je pense tout ce qui était les vols typiquement en hélicoptère principalement, puisqu'il y a des gros opérateurs d'hélicoptères qui font beaucoup de transport public, dans ce cas-là, avec un système certifié lourd et qui font des vols de loisirs de passagers, vols de découverte aussi. Donc ils mettaient une grosse pression parce qu'eux, ils sont soumis à un système qui dépend de l'EASA, qui est extrêmement contraignant, par comparaison au système dont bénéficiaient les ULM, où objectivement, il n'y avait pas d'exigence particulière. Et toute la difficulté de ce dossier-là, c'était de trouver un point d'équilibre et un point de compromis entre des exigences très fortes, telles que subissent les opérateurs certifiés de l'hélicoptère, et puis l'ULM, où précédemment, il n'y avait pas grand-chose, il faut dire les choses comme elles sont, il y avait une grande liberté et une grande latitude par rapport à ça. Donc il a fallu discuter assez lourdement, avec souvent des points d'achoppement de désaccord. Il y a eu pratiquement 4 ans de discussion, dans 2 ans de discussion intensive, pour arriver à trouver un point d'équilibre. Juste pour résumer quand même, là on est d'un système certifié, et vous allez voir que l'arrêté OPS, en fait, on est resté d'un système qui convient à l'ULM, on est resté dans un système qui est entièrement déclaratif. C'est quand même une particularité et une exception, j'allais dire même un peu une exception française quand même. Voilà. Parce que la réglementation ULM a la particularité, je le rappelle à tout le monde, d'être nationale, contrairement à l'EASA qui s'impose de facto à tous les États membres de l'EASA, donc tous les États européens. Voilà. Et puis voilà, le texte initial, il datait de 91, depuis plus de 30 ans pour les ULM, dans lequel, en 91, rappelez-vous, l'ULM était une activité naissante, c'était une activité uniquement de loisirs, et puis au fil des années, les machines ont évolué, et puis il y en a, juste titre, qui se sont dit, ça peut être intéressant de faire découvrir et d'organiser des baptêmes de l'air rémunérés. Donc ça s'est fait pas mal en France, il y a beaucoup de pays d'outre-mer, que ce soit à La Réunion, en Guyane, dans toutes les dom-toms, où il y a beaucoup d'activités touristiques autour des vols rémunérés. Donc il a fallu mettre tout ça en place. Entre 91, la loi était très générique par rapport à l'activité ULM dans son ensemble. Le point d'équilibre par rapport à l'aviation certifiée et l'arrêté OPS tourne autour de tout ça. Voilà, tu peux avancer s'il te plaît. Voilà. Alors, un point important, la FF Plume n'est que le contributeur, mais c'est pas elle qui rédige les textes. On n'allait pas dire c'est un texte FF Plume, comme je l'ai quelquefois entendu. C'est clairement un texte DGAC dans lequel a participé la FF Plume en tant qu'acteur et de négociateur, on peut dire comme ça, voilà, pour défendre comme les intérêts de l'ULM. Voilà. Donc, on n'est pas à l'origine des textes.
on a effectivement, par rapport au texte, maintenant qu'il est figé, la FFPLUM apportera une aide significative à toutes les structures, que ce soit les OBL. Les OBL, c'est les sociétés, organismes à but lucratif, et les associations affiliées à la FFPLUM sur l'aspect administratif et documentaire, que ce soit pour la déclaration initiale, la rédaction des manexes, on va voir qu'il y a un petit peu de documentation à faire quand même, donc la FFPLUM apportera des supports. Également dans l'organisation des vols, puisqu'il y a un système d'attestation, pas d'attestation, de prise de connaissance par le passager des spécificités de l'ULM par rapport à l'aviation commerciale traditionnelle. Voilà. Donc c'est ce qu'on a. Et il y aura également un accompagnement, puisque vous allez le voir, donc soit un instructeur pourra continuer ses activités comme c'est le cas aujourd'hui, mais il y a également des pilotes non instructeurs, des pilotes aguerris qui font également des vols rémunérés. Ils pourront continuer de le faire. Par contre, il y aura une formation complémentaire, pas aussi complète et poussée qu'un instructeur, parce que ce n'est pas des vols d'instruction. Par contre, pour s'assurer qu'ils aient effectivement un niveau de connaissance déjà réglementaire par rapport à ces activités-là, et puis un niveau également de compétences de pilotage avec effectivement... alors, ce n'est pas un test dans le sens examen aéronautique où on passe un brevet, parce que c'est déjà des gens qui ont l'expérience, mais s'assurer qu'ils ont toujours un niveau de pilotage et qu'ils assurent un niveau de sécurité compatible avec le fait d'emmener des passagers payants. Voilà. Donc là, la FFPLUM accompagnera ces deux aspects. Oui. Non, alors on va venir après. Donc, on termine la présentation, puis je propose qu'on fasse toutes les questions après, comme ça vous aurez une vue d'ensemble. J'y répondrai pendant la présentation, en fait. Merci, je t'en prie. Voilà. Donc, cet arrêté concerne effectivement tous les vols en ULM, que ce soit d'un cadre d'activité professionnelle ou d'un cadre d'activité de loisirs. Et en particulier, ça concerne essentiellement tout ce qui est les vols qu'on appelle les vols payants, voilà, que ce soit au sein d'une OBL ou même au sein d'un club. Donc le BA demandait effectivement à la DGAC, parce que le BA, lorsqu'il fait des recommandations, vous savez comment fonctionne le BA, quand le BA recommande quelque chose, les organismes à qui sont adressées des recommandations, que ce soit à la DGAC ou quelquefois vers les constructeurs, voire même différentes hautes administrations, ils sont tenus de répondre aux exigences, aux recommandations du BA. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et si le BA n'a pas de réponse au bout d'un certain temps, il va relancer, il dit « Je vous ai fait une recommandation, je n'ai pas de réponse, qu'est-ce que vous avez fait ?» Alors, quelquefois, des recommandations qui restent 2-3 ans sans réponse, et puis à un moment donné, le BA tape sur la table et dit « Bon, c'est bon, ça fait 3 ans, maintenant je voudrais bien avoir des réponses à mes recommandations, puisque l'action du BA, c'est d'améliorer la sécurité à travers les résultats des enquêtes qu'ils ont effectuées. » Voilà. Donc, un point important, il y avait effectivement quand même pas mal d'accidentologie marquantes dans des vols commerciaux, donc ça c'était une réalité. Pour différentes raisons qu'on ne détaillera pas également ici, parce que c'est pas le but et l'objet, mais soit effectivement lié au pilotage, soit aux machines, etc. Donc il y avait effectivement des faiblesses qui avaient bien été identifiées. Donc le but d'une réglementation, c'est plutôt essayer de limiter ces faiblesses et puis de mettre un niveau minimum de sécurité et d'exigence pour assurer un transport sécurisé des passagers qu'on emmène. Voilà. On n'est pas complètement en dehors, malgré ce que je disais tout à l'heure, de la réglementation européenne qui exige quand même un certain nombre de choses. Une exigence importante qui sera intégrée dans la réglementation OPS, c'est l'information du passager. L'information du passager, il ne faut pas s'en faire un monde, c'est simplement expliquer quand vous allez monter dans un ULM faire un vol de découverte, vous n'êtes pas dans le même niveau d'exigence réglementaire que quand vous montez dans un Airbus A340 d'Air France ou un Boeing 777, qui sont d'un système très lourd, certifié, extrêmement contraignant, avec tout un encadrement administratif et réglementaire. Quand on monte dans un ULM, et heureusement c'est comme ça, on a un système allégé. Donc l'information du passager consistera simplement à dire vous n'êtes pas dans un système qui apporte le même niveau d'exigence réglementaire que l'aviation commerciale. C'est pas autre chose. Vous pourrez lire la phrase très clairement.
elle dit exactement ce que je viens de vous indiquer là. Donc c'est pas simplement dire vous allez monter dans un ULM, c'est dangereux, c'est pas ça. Le texte n'est pas du tout écrit comme ça. Il dit simplement vous n'êtes pas dans le même niveau d'exigence réglementaire que l'aviation commerciale. Hein, tu confirmes? Voilà. Voilà. Un dernier point qui est important, qu'on va trouver effectivement dans les points essentiels de l'arrêté, c'est effectivement l'exigence d'avoir des parachutes de secours pour toutes les machines qui peuvent en être équipées. Donc à travers ça, je pense effectivement que ce soit les paramoteurs, les pendulaires, les multi-axes. Sur les gyros, c'est un peu plus compliqué. Donc l'exigence parachute n'est pas une obligation. Par contre, ça imposera des limitations effectivement un peu plus fortes par rapport au parcours qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on doit avoir des zones de recueil, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire des zones d'atterrissage possibles si on n'est pas équipé avec un parachute. Donc le parcours doit être fait sur des secteurs où on peut se poser en cas d'arrêt du moteur. Je vous rappelle qu'un ULM, si vous lisez la réglementation ULM, les 3 premières lignes et la 3e ligne dit qu'un ULM est un aéronef qui doit être capable de se poser sans moteur. Donc la panne moteur n'est pas quelque chose, un événement majeur en ULM, peut-être ça en fait réagir certains, mais c'est une réalité. Donc le concept de l'ULM fait que l'aéronef doit être capable de se poser sans son moteur. C'est un des actes fondamentaux de l'ULM. Voilà. Il ne faut pas l'oublier. Également, dans certaines zones, effectivement, alors des balises de détresse pour les zones, ce qu'on appelle les terrains hostiles, mais ça peut être substitué aujourd'hui, et ça c'était un des éléments intéressants dans la réglementation. Dans des zones non hostiles, on peut se satisfaire d'outils de visibilité électronique, typiquement comme vous avez derrière, la Flying Neuron ou Safe Sky. Ça peut suffire, puisqu'avec ces outils-là, vous avez un tracking qui permet très rapidement de retrouver l'aéronef, à quel endroit la trace s'est arrêtée, donc ça a déjà servi. C'est quelque chose qui marche très bien. Et la plupart de ces équipements maintenant, Safe Sky, Flying Neuron et compagnie, ont même une petite fonction. Vous avez un petit bouton rouge en haut, en général, vous appuyez sur votre téléphone, et ça va déclencher automatiquement une alerte auprès du numéro que vous avez préenregistré. Donc ça peut se substituer à balise de détresse pour les terrains dits hostiles. Voilà, donc ça c'est quand même des choses assez intéressantes, puisque ça évite de faire des surcoûts et des doublons, et ça marche tout aussi bien. Parce que la balise de détresse, c'est très bien, c'est un truc très théorique, mais on a discuté avec les gens du BEA, on n'a pas identifié d'exemple de crash où les gens ils activaient la balise de détresse, parce qu'en général, quand on est crashé, à moins de la déclencher avant de se cracher, une fois que la machine est vautrée, comme on dit, c'est pas à ce moment-là que les gens déclenchent les balises de détresse. Donc c'est très bien, c'est très théorique, mais finalement ces outils-là sont beaucoup plus pertinents parce qu'on sait où la trace s'est arrêtée tout de suite. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a pu démontrer et que le BEA nous appuyait dans ce sens-là, et l'aviation civile a dit, bah oui, finalement, c'est une mesure pratique de bon sens de mettre en place effectivement des outils de visibilité électronique, y compris pour le Search and Rescue, le SAR. Voilà. Non, j'aime autant là. Oh, tu notes? Non, parce qu'après ça perd le fil, et si je te donne la parole, il faut que je donne la parole à tout le monde. Je suis désolé, mais... Oui, non, mais bon, je voudrais faire la présentation. Comment? Note là, ou mets-toi un petit pamphlet, mais je te promets, je répondrai. Hein. C'est pas une fuite. Hein. Voilà. Donc, il y a un autre point qui est important. Il y a un distinguo qui doit être fait entre ce qu'on appelle les OBL, donc qui vont pratiquer ce qu'on appelle des vols de loisirs à titre onéreux, et les VLD, les vols de loisirs de découverte, qui se font dans des structures en général associatives. Alors comment on fait le distinguo entre les deux, entre une structure associative et une OBL, et surtout le VLO et le VLD? Il y a un seuil qui existe déjà dans l'aviation, pour le parachutisme, pour l'aviation, c'est que les heures de vol de l'activité, en fait, doivent être exercées dans le cadre d'un club, en vol de découverte, doivent être inférieures à 8% du total des heures de club de la structure, en prenant comme référence l'année. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est important, cette notion des 8%. Donc ça veut dire qu'il faut quand même enregistrer, et les structures qui font des VLD ont tout intérêt à enregistrer les heures de vol faites dans la structure pour pouvoir démontrer auprès des autorités qu'elles ne dépassent pas ce seuil des 8% des heures pour faire des vols de découverte. Une structure qui ferait 50% de ses heures en vol de découverte se trouverait automatiquement dans la catégorie des vélos avec des exigences un petit peu plus complètes, tout simplement. C'est pas impossible. Un club peut très bien faire plus de 8%, mais il change de référentiel en termes d'exigence, tout simplement.
Voilà. Donc, j'ai expliqué, donc les VLO, c'est fait par les sociétés, les VLD, clubs associatifs en général, et moins de 8%. Concerne à l'arrêté aussi toutes les activités particulières que quelques-uns d'entre vous pratiquent. Bon, il y a typiquement la photographie aérienne, des activités de remorquage, de banderole, ça se fait plus beaucoup maintenant, parce que la banderole publicitaire interdit. Malgré tout, la banderole pour écrire « Chérie, je t'aime », c'est pas interdit. Hein. Ce qui est interdit, c'est la publicité. D'accord? Je le précise. Non, parce qu'il y a souvent eu bon, et toutes les autres activités, comme le largage de parachutisme, comme le remorquage de planeurs, ont été intégrées des nouvelles activités comme les vols, comment on appelle ça, les vols à sensation. Typiquement, sous la réserve que le pilote en a la compétence, et j'y reviendrai dessus, et que la machine soit appropriée, on peut également faire des vols de découverte à sensation, c'est-à-dire sans faire de la voltige, mais faire des manœuvres un peu plus poussées pour ceux qui veulent se faire des sensations. Mais ça, c'est encadré également par le texte, puisqu'il y a une exigence, puisque le pilote doit avoir des qualifications, être démontré qu'il a l'aptitude et la compétence pour faire des voltiges. Voilà. Voilà, très bien. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Voilà. Alors, je ne sais pas si on arrive à bien voir. Alors, c'est ce que je vous présente là. Vous pouvez tous le télécharger. Vous allez sur le site de la FF Plume. Il y a un livret d'une vingtaine de pages qui a été fait, qui détaille vraiment très précisément les exigences pour le VLO et les exigences pour le VLD. Voilà. C'est pas très visible. Je suis un peu navré, c'est un peu à contre-jour, effectivement. Donc, les principaux points qui sont communs entre toutes ces activités-là, c'est que ça soit OBL ou une structure associative, il y aura une obligation de faire une déclaration d'activité qui existait plus ou moins. Maintenant, ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus simple, ça se fait en ligne directement et qui devra être renouvelé périodiquement pour justifier qu'on est toujours en activité, on fait du vélo ou du VLD. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième étape qu'on va trouver dans la réglementation, c'est que les vols doivent se faire sur le territoire français. Alors français élargi, hein, on parle bien entendu des territoires d'outre-mer, bien sûr. Hein, voilà, mais ça, on ne peut pas faire des vols de découverte ou des VLO sur le territoire italien ou en Espagne, etc. Donc ça, c'est important. Ça doit rester sur le territoire national. Ça, c'est le lieu géographique. Les dirigeants de ces structures doivent être identifiés. Si c'est un club, ben, c'est le président qui est responsable. Donc on doit avoir des dirigeants qui sont bien identifiés. Si c'est une OBL, ben, c'est le directeur, tout simplement, qui porte la responsabilité juridique de l'activité. Ensuite, il va y avoir aussi une exigence d'avoir un manuel d'activité, ce qu'on appelait autrefois le MANEX, qui va simplement décrire comment j'organise ces vols de découverte ou ces vols de loisirs à titre onéreux. C'est une forme. Ça n'a pas été repris le terme de MANEX, mais on peut reprendre ce terme quand même entre nous, puisque c'est sensiblement la même chose, avec un contenu qui est décrit dans l'arrêté, avec un certain nombre de chapitres. Et c'est là où la fédération vous accompagnera en proposant des documents, un manuel d'activité type. Voilà. Donc ça sera beaucoup plus simple. Il y aura des cases à compléter, mais ça vous évitera d'avoir à refaire 3 fois le document, puisque le document que proposera la fédération, il sera approuvé par la DGAC et ça permettra de gagner beaucoup de temps, de vous simplifier la vie. Donc ça, c'est un point qui est quand même important sur l'accompagnement. Il doit y avoir effectivement, notamment dans le cadre des vélos, un système de gestion des risques qui doit être intégré dans le manuel d'activité, c'est-à-dire lorsqu'il y a des événements qui se sont produits lors des vols, ben, il doit y avoir un système d'analyse des risques et dire ben, qu'est-ce qu'on met comme action pour réduire ou limiter le risque pour pas qu'il se renouvelle. Alors ça, c'est vraiment une obligation dans le cadre des structures professionnelles. Pour les structures VLD, les structures associatives, c'est quelque chose qui est beaucoup plus allégé, puisque déjà, ils ne font que 8% de leur activité, alors qu'un professionnel, c'est 100% d'activité, par définition. Oui. Plus fort. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a du bruit en arrière-plan. Je suis désolé, merci. Ok. Je prends la remarque. Donc, gestion des risques.
La formation, donc soit celui qui exerce les vols est instructeur, donc là pas de changement particulier, soit s'il n'est pas instructeur, effectivement il devra suivre une formation complémentaire, donc qui est décrite dans l'arrêté. C'est essentiellement une formation déjà à la connaissance réglementaire de cette pratique dans les offres SULM, plus effectivement un vol en double avec un instructeur tous les 3 ans. Ça a été un peu long pour arriver à obtenir le cycle de 3 ans, mais qui est assimilé au même cycle que pour les instructeurs, pour simplement s'assurer par un vol en double avec un instructeur que le pilote non instructeur a quand même un niveau de compétence suffisant pour répondre en matière de sécurité aux exigences de la pratique. Mais c'est aussi l'utilisation du parachute, c'est tout ce qui est lié à cette activité particulière quand même. Voilà. Le devis de masse et centrage, lorsqu'il y a lieu de le faire pour certaines machines, en particulier, surtout le devis de masse, sur les ULM, on n'a pas trop de problèmes de centrage en général. Par contre, le devis de masse, de ne pas emplafonner effectivement les masses maxi de nos ULM, donc que l'ULM soit adapté. Et effectivement, si on a un client qui fait 140 kg, ça peut quelquefois poser quelques difficultés. Il faut pouvoir dire à la personne, non, ma machine est limitée à un passager de 110 kg, et puis c'est tout, voilà, ça c'est la réalité. Ou se limiter au niveau du carburant pour faire un vol compatible. On ne part pas avec 100 litres d'essence, plus 2 personnes de 115 kg dans la machine, là ça passera pas. Donc on prend simplement l'essence suffisante pour le vol, avec l'autonomie et la sécurité réglementaire, mais la masse et le centrage doivent être pris en compte. Un point que j'ai un petit peu abordé, information du passager par rapport à ce que j'ai indiqué tout à l'heure, pour simplement lui dire, vous allez faire un vol sur une machine qui n'est pas certifiée, qui n'a pas le même niveau d'exigence réglementaire que l'aviation commerciale. Ce n'est pas autre chose. Donc là, pareil, la fédération proposera même une application directement sur les smartphones. Le passager devra lire le document et signer comme quoi il a bien pris connaissance de l'information. Il y a déjà beaucoup de professionnels qui le faisaient, voilà, c'est pas un truc extraordinaire, voilà, mais il ne faut pas s'en faire un monde non plus. C'est une information du passager qui est obligatoire. Il y aura également, en particulier pour les structures OBL, mais également pour les clubs, une traçabilité de l'activité, donc avec un archivage. Alors j'essaie de lire, donc d'un mois pour les attestations qui ont été validés par les passagers, de 3 mois, excusez-moi, 3 ans concernant les attestations d'aptitude des pilotes, puisque c'est un cycle de 3 ans, donc le pilote ou l'instructeur doit tous les 3 ans faire un cycle de revalidation de sa compétence, tout simplement, donc ça c'est pas nouveau, ça existe déjà, sauf pour le pilote. Et puis de 5 ans pour la déclaration d'activité faite par la structure, ainsi que le manuel d'activité et le carnet de route qui sera attaché à la machine. Voilà. Les événements, pour tout ce qui est les vélos, devront être notifiés officiellement, donc sur un registre des événements qui se sont passés. Typiquement, je sais pas, j'ai un passager qui a paniqué, ou j'ai eu un défaut, un témoin qui s'est allumé, par exemple. À un moment donné, c'est enregistré. Et surtout, ce qui est important, c'est pas l'événement qui est intéressant lui-même, c'est quelles actions on tire de l'événement pour améliorer la sécurité. Voilà. Et puis, bien évidemment, et ça c'est vrai dans tous les cas également, mais c'était déjà le cas avant, en cas d'accident, il y a un système de déclaration qui doit être fait, bien évidemment. Voilà. Donc ça, c'est les grandes lignes, voilà, pour tout ce qui est vélo, VLD. Concernant le pilote, donc il y a un âge minimal, c'est 18 ans. Donc ce qui paraît un âge raisonnable et qui assure une certaine expérience, effectivement, concernant la pratique de l'ULM. C'est vrai qu'on peut avoir son brevet d'ULM à 15 ans, faire des vélos, des VLD à 16 ans, c'est peut-être un petit peu de jeune quand même aussi. Voilà, donc 18 ans, ça nous a paru cohérent, donc là on était d'accord là-dessus. Une expérience minimale de la part du pilote, qui est la même expérience que celle qui est exigée pour pouvoir engager une formation d'instructeur. Donc ça dépend des classes. Effectivement, dans le cas du paramoteur, on demande qu'un minimum de 50 vols. C'est pas quelque chose d'excessif, me semble-t-il. Pour le pendulaire, une centaine d'heures de vol. Pour le 3 axes, 150 heures de vol.
Pour le gyro, c'est 200 heures de vol. Pour le ballon motorisé classe 5, 50 vols. Et pour le classe 6, l'hélico, 200 heures de vol. Voilà, donc c'est les prérequis, qu'on soit instructeur, bien évidemment, c'est prérequis qui existent déjà, mais également pour les pilotes. C'est un prérequis nouveau, puisqu'on leur demande effectivement d'avoir une expérience minimale avant d'engager, de faire des baptêmes. Et ça me paraît aussi quelque chose de normal. La formation doit porter notamment sur les procédures de sécurité qu'on doit donner aux passagers, notamment l'utilisation typiquement du parachute ou les manœuvres de sécurité qui doivent être faites. L'aptitude, bien entendu, l'instructeur du LM est à jour de sa qualification du LM, et pour les pilotes, tous les 3 ans, un vol d'évaluation avec un instructeur ULM. N'importe quel instructeur ULM pourra faire les vols d'évaluation, y compris si dans la structure il y a un instructeur et puis 3 pilotes qui font des vols d'instructeur. L'instructeur présent dans la structure pourra lui-même valider les pilotes. Donc c'est pas quelque chose qui est compliqué. Il n'y a pas besoin de faire 200 km nécessairement pour aller chercher un instructeur particulier. Donc n'importe quel instructeur pourra délivrer. Il en a la responsabilité. C'est quand même pas anodin parce que c'est quand même tracé. Mais il doit pouvoir garantir que le pilote non instructeur, auquel il donne attestation d'autorisation de pouvoir faire des vols avec emporte-passager payant, a une compétence suffisante. Le certificat médical, alors là c'était un gros point d'achoppement, une grosse discussion avec la DGAC là-dessus, puisque au début on voulait à tout prix nous imposer la classe 2 avion. Donc là on est monté un peu debout sur la table quelquefois et on a finalement trouvé un point d'équilibre déjà par rapport à l'âge et à la nature de la visite. Donc ce qui est simplement demandé effectivement c'est une non contre-indication à la pratique de l'ULM avec un questionnaire qui pour une partie est un auto-questionnaire et simplement est validé par un médecin qui n'est pas nécessairement un médecin aéronautique. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a fait l'objet de discussions et qui reste un système minimal pour apporter un minimum de garantie. On sait très bien, et je ne sais pas si Jacques il est encore par là-bas, que c'est pas le fait d'aller voir un médecin aéronautique ou un médecin de famille ou autre qui vous donnera toutes les garanties. Malheureusement, personne n'est à l'abri d'avoir effectivement un malaise en vol ou une mauvaise surprise, qu'on soit en vol, en voiture ou même à pied. On ne sait pas quand ça va arriver, le problème. Donc c'est pour ça que la visite permet d'assurer un minimum, mais c'est pour ça qu'il est bien que les machines soient également équipées avec des parachutes, des choses comme ça, pour pouvoir récupérer éventuellement des événements qui peuvent arriver. Ça peut, même en avion de ligne, même. Vous avez tous entendu parler des histoires sur des avions de ligne où le pilote il est mort en vol. Hein. Heureusement ils étaient 2, donc ça a sauvé le reste, mais c'est des choses qui arrivent. Et ça, je pense que Jacques, tu le confirmes, même le meilleur des médecins, il ne saura pas vous dire que ce soir, tout ira bien. Ou presque. Voilà. Alors par contre, ce qui est important aussi, les limites d'âge. Donc au départ, si ça avait été la classe 2, c'était dès le départ. Donc là, après, et là je remercie encore Jacques, me tends encore une fois vers lui, grâce à son expérience et puis le retour des analyses qui ont pu être faites, on s'aperçoit que c'est à partir de 40 ans qu'on commence à avoir des risques un petit peu plus, un peu plus accentués. Donc, visite tous les 5 ans entre 40 et 60 ans pour les vélos. Pour les VLD, compte tenu que c'est une activité qui est quand même plus marginale, ça démarrera à partir de 60 ans. Donc, de 60 à 70 ans, une visite chez un médecin de famille avec le certificat d'autodéclaration tous les 2 ans. Et puis à partir de plus de 70 ans, toutes les années. Parce qu'effectivement, à partir de 70 ans, on est quand même dans des zones un peu plus sensibles en termes de santé, donc un peu plus risquées. Donc c'est pas mal de voir son médecin une fois par an pour qu'il va vous donner quand même au minimum des bons conseils. Et puis s'il détecte effectivement des anomalies, typiquement des artères qui commencent à se bouger, des petites choses comme ça, vous vous sentez essoufflé dès que vous montez un escalier en courant, c'est quand même des signes annonciateurs qui vous imposent de prendre peut-être plus de précautions. Voilà, donc le médecin de famille qui vous connaît bien est là pour vous conseiller là-dessus et vous dire bon, tu peux y aller, mais
peut-être accompagné d'un traitement, d'être suivi. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas connaître sa santé. Et l'avantage de voir son médecin régulièrement, le médecin est avant tout un conseil. C'est pas un sanctionneur. C'est pas lui qui va vous interdire de voler. Voilà, il va plutôt vous dire oui, tu peux y aller. Attention, tu rentres dans une zone un petit peu grise, donc sur lequel il faut effectivement te faire accompagner, faire des examens complémentaires si besoin. C'est aussi pour vous protéger vous en tant que pilote. C'est pas que le passager. Voilà, j'insiste un petit peu sur ce point-là, parce que c'est quelque chose de vraiment nouveau, qui avait fait l'objet de beaucoup de discussions, sachant que dans beaucoup de structures professionnelles, les dirigeants de structures imposaient à leurs pilotes une visite médicale déjà, pour se protéger aussi, en fait. Carnet de vol, donc carnet de vol effectivement obligatoire dans le cas des vélos, qui doit être complété en fin de journée. On ne va pas faire remplir à chaque vol, mais tous les soirs, le carnet de vol doit être rempli, ça c'est important. Et dans le cas du VLD, c'est seulement enregistrement des heures de vol. C'est un petit peu plus léger par l'organisme. C'est pas nécessairement le carnet de vol du pilote, puisque dans le cas des VLD, ça peut être sur une machine club. Il peut y avoir plusieurs pilotes, donc c'est plutôt sur la machine. L'organisme qui va noter effectivement les vols qui ont été faits sur la machine par tel ou tel pilote. Alors que dans le cas du vélo, c'est le pilote qui a son propre carnet de vol, son propre suivi, pour pouvoir suivre tous les vols qu'il a fait lui dans la journée. Donc c'est un petit format un peu différent entre les deux formes. Les documents à bord, les seuls documents qui sont obligatoires, c'est les cartes aéronautiques ou numériques. Voilà, il n'y a pas besoin d'emmener une liasse de documents comme ça, le carnet d'entretien, le machin, etc. C'est du vol local puisqu'on va du point A au point A. Donc les deux autres documents peuvent rester. Donc on gagne déjà 500 grammes dans la machine comme ça. Donc ça peut être du numérique et ça marche très bien. Donc ça c'est quelque chose qui est une évolution, ce qui n'est pas le cas en certifié, par exemple. Voilà. Ensuite, sur les sites de montagne, sur les altitudes supérieures à 900 mètres, on demande une expérience minimale qui n'est pas extraordinaire et qui, pour ceux qui pratiquent en montagne, faire 6 atterrissages et 6 décollages dans les 24 derniers mois, c'est quelque chose qui semble accessible pour ceux qui pratiquent en montagne. Et s'ils n'en font pas 6 dans les 24 derniers mois, il vaut mieux qu'ils n'aillent pas en montagne, je pense, parce qu'ils ne seront pas très aguerris. Tout ce qui est procédure d'urgence, effectivement, il est hors de question de faire des simulations de panne avec un passager. Typiquement, couper le moteur, il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais je ne peux plus couper le moteur à descente ». Ben non. Parce que couper un moteur, effectivement, ça peut être présenter un intérêt peut-être économique. Encore, ça me fait un peu sourire quand on dit ça, mais je l'ai entendu, c'est pour ça que je le dis en toute transparence. Mais la vraie question, c'est effectivement, on minimise vraiment au maximum les prises de risque. Donc tout ce qui est simulation de panne, faire un touch and go, des choses comme ça, ça ne fait pas partie d'un vol de découverte. Vous voulez faire ça, vous faites une déclaration de formation et vous emmenez votre élève pilote. Et là, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais pas dans le cadre de vol de découverte ou de vol de loisirs à titre onéreux, de vol rémunéré, très clairement. Voilà, donc ça, c'est un point qui est essentiel. Donc, aucune manœuvre qui peut accentuer le niveau de risque. Ensuite, quelques points particuliers d'expérience minimale, donc 3 décollages, 3 atterrissages sur l'ULM de la même classe dans les 3 mois. Bon, c'est quelque chose qui me paraît normal. Parce qu'il y en a qui peuvent exercer dans plusieurs classes aussi, donc c'est pour ça qu'on a mis cette précaution. Pas de touch and go, effectivement, pas de passage de frontière. Voilà. Et petite particularité, dans le cas des VLD, donc dans un vol de loisirs fait dans des clubs, pas de vol en formation patrouille. Ce qui est possible dans le cas du VLO, de partir à plusieurs machines, mais un vol de formation patrouille fait partie du manuel d'activité, avec des règles particulières, donc des distances entre les aéronefs, des façons de se placer. Donc ce n'est pas interdit. On a gardé cette possibilité. Je prends typiquement, on le voit assez fréquemment sur des grosses structures, ils partent à 3 machines. Et même aussi, niveau sécurité, c'est pas mal, parce que les 3 machines volent simultanément. Elles ne sont pas elles dans elles, hein, c'est pas de la patrouille serrée, bien évidemment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que s'il y en a une qui a un problème en vol, les autres sont là. Ils permettent aussi de sécuriser finalement le vol dans son ensemble, dire bah tiens, il y en a un qui a eu un problème, il s'est posé à tel endroit, etc. Donc il faut voir aussi le côté positif. Donc par contre ça, c'est pas possible de faire du vol à plusieurs dans le cas d'une activité club, donc dans le cadre des VLD. Voilà. Accident événement, on en a parlé.
Donc les accidents, bah, c'était déjà obligatoire, et les événements, bah, c'est le pilote qui doit notifier effectivement qu'est-ce qui s'est passé, et surtout quelles actions correctives on met derrière tout ça. Voilà. Concernant l'ULM, jusqu'à présent, il n'y a pas d'exigence particulière sur les machines. Donc dans l'arrêté OPS, il a fallu mettre un minimum d'exigences, parce que, pourquoi ça? C'est que moi, je me rappelle certains rapports du BEA, ça va peut-être vous faire bondir ce que je vais dire, mais des machines qui sont détoilées en vol. La toile était tellement cuite que la machine a perdu un bout de toile en vol. Vous imaginez le spectacle, hein? Bon. Donc on demande un minimum de choses. Donc d'une part, que ce soit des ULM série. Alors quand on dit ULM de série, ça peut être des ULM, des kits série. Hein, je prends l'exemple typiquement de Savannah. Vous pouvez acheter un Savannah tout prêt, clé en main. Vous pouvez acheter un Savannah en kit série. Ça rentre dans cette catégorie-là, à condition de le monter, bien évidemment, selon les caractéristiques, les exigences du constructeur. Hein. Mais quand on dit ULM de série, c'est machine de série ou un kit série. Voilà. Par contre, on ne peut pas construire son propre ULM de A à Z en faisant ses plans, etc., et puis emmener des passagers payants. Parce que là, effectivement, on n'est pas sur quelque chose qui est nécessairement éprouvé. Et la DGAC, on a un système déclaratif. On doit être certain, je dirais, que la machine sur laquelle on emmène des passagers payants garantit un niveau de sécurité qu'on peut trouver sur les machines série, mais plus difficilement sur les machines de construction strictement amateurs. Voilà. Donc, des modifications ou des dérogations peuvent être prises aussi là-dessus, notamment pour faire typiquement des machines vol adaptées. S'il y a des aménagements particuliers, donc on n'est plus dans une machine tout à fait de série, puisque c'est des machines un petit peu uniques. Donc dans ce cas-là, la DGAC, la DSA Keno, peut donner des dérogations. Je ne sais pas si il y en a déjà eu auprès de la DSA Keno, non? Il y a des cas de figure comme ça, il y en a déjà eu ou pas? Non, pas à ta connaissance. Voilà, mais c'est quelque chose qui est possible. Voilà. Il peut y avoir également, typiquement, il y en a qui ont posé la question, certaines modifications majeures, typiquement. Une hélice peut être acceptée à condition de faire le dossier modification majeure, les essais qui vont avec, etc. Voilà. Ensuite, les sièges. Alors ça, c'était un petit point de discussion parce que notamment sur certaines machines, tous les ULM, même s'ils auraient dû être équipés depuis, je crois, 1988, c'est marqué ici, de ceinture à 4 points, il y avait encore des ULM sur lesquels il y avait encore des ceintures de points. C'était une carence effectivement plutôt de la part des constructeurs, de certains constructeurs qui mettaient encore que des ceintures ventrales. Donc pour faire des vélos du VLD, ceinture 4 points minimum obligatoire. Voilà, ou 6 points c'est encore mieux. Voilà, et en particulier pour les vols à sensation, bien évidemment c'est une ceinture 6 points. Voilà. Donc ça, il y a un délai qui a été rajouté. Je ne l'ai plus en tête, mais il y a une échéance qui a été, c'est 2 ans, tu t'en rappelles plus Mathieu, non? L'échéance pour voilà, donc pour ceux qui ne sont pas en conformité, se mettent en conformité, voilà. Je crois qu'il y a une femme qui a 2 ans, il me semble que c'est 2 ans, voilà, tout à fait, voilà. Donc la ceinture ventrale ne suffit plus, parce que c'est vrai qu'en cas de choc ou d'impact, ventrale c'était bien, mais bon, c'est loin d'être suffisant. Plus personne aujourd'hui roule en voiture avec des ceintures de poing, voilà. Le parachute, j'en ai parlé, obligatoire, voilà, tout à fait. Balise de détresse, on en a parlé. Et si c'est des aéronefs qui sont amenés à aller sur l'eau, il doit y avoir un dispositif de flottabilité qui est prévu. Donc voilà, et notamment pour les classes 4 ou les classes 6, donc les autogires et les hélicos, il doit y avoir un système de flottabilité. Voilà, tout à fait. Donc ça, voilà. Alors après, ça c'est, j'ai un peu du mal à lire d'ici. Attends, je vais me mettre vers l'écran parce que ça sera peut-être plus facile. C'est vraiment petit là. Ça c'est tout ce qui concerne les parties un peu plus techniques. Ouais, bon, on va passer rapidement là-dessus parce que c'est un petit peu fastidieux. Vous le trouverez dans le détail, c'est vraiment un descriptif un peu plus poussé. Ouais. Oui. Fonction du pilote, voilà. Effectivement. Donc là où il y a les focus, effectivement, fonction du pilote. Donc les responsabilités incombant au pilote s'appliquent au pilote aux commandes et elles peuvent être déléguées
à une autre personne, y compris lorsque cette dernière est à bord, détient les qualifications aéronautiques. Voilà. Donc en clair, si tu veux compléter Mathieu, parce que j'ai un peu du mal à lire d'ici là, parce que je suis vraiment à contre-jour. Ouais. Oui, bonjour à tous. En fait, l'idée de cette fonction de pilote à bord, vous savez, anciennement, avant le 1er juillet, quand on montait instructeur ou examinateur à bord d'une machine qui ne nous appartenait pas, avec un pilote, on était de facto commandant de bord. En fait, on était responsable du vol qui était fait par le pilote. Donc, on était coupable si il y avait quoi que ce soit, aux yeux de la loi. Grâce à ça, en fait, le pilote commandant de bord, il sera désigné au décollage. Et donc, ce sera le pilote propriétaire qui sera, s'il est commandant de bord, responsable de sa machine et de ses actions. On va prendre un cas typique. Je vole avec quelqu'un, ou tu voles, ou vous volez avec quelqu'un. Ou un instructeur, par exemple. Hein. Moi, je vole avec un pilote propriétaire, on va se promener, on va à un café croissant, et il en plafonne une TMA ou une CTR, etc. Le CPI arrive, devant la commission de discipline, du coup, je ne serai pas commandant de bord. C'était lui le commandant de bord, à cet instant T. À l'ancienne réglementation, j'y étais de facto. J'étais de facto coupable de l'erreur qu'il avait faite. Parce que ma qualification aéronautique était supérieure à la sienne. Et donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est un point important pour les gens qui sont instructeurs, examinateurs ou qui ont des qualifications aéronautiques supérieures à celles du pilote qui l'accompagne. C'est que, en fait, il faut bien désigner qui fait quoi. Et comme ça, s'il arrive un problème, du coup, cela dit, ça n'interdit pas le pilote instructeur. S'il se passe vraiment quelque chose, il ne faut pas fermer les yeux. On est d'accord. Il faut lui dire, écoute, là, je pense que tu es en train de faire une connerie, grand. On va peut-être arrêter maintenant. Hein, d'accord. S'il commence à faire du vol d'eau, on va peut-être lui dire, non, là, c'est pas une bonne idée maintenant. D'accord. Non, mais voilà. On prend les extraits. C'est pas le moment. C'est pas maintenant. OK. On n'est pas sur la bonne machine. Voilà. Oui. Là, ça rentre dans le cadre de la formation du pilote et ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir, tout à fait. C'est un rôle d'instructeur. Voilà, c'est quand je vole avec un pilote qui est breveté dans sa machine, par exemple. On prend le cadre du rêve. Quand on fait une remise en vol, on va voir un pilote propriétaire. Moi, je viens instructeur dans sa machine. Le commandant de bord, c'est moi. Voilà. Il n'y a pas de discussion. Parce qu'on est dans le cadre d'une formation. Il y a un acte pédagogique qui est fait. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Mais si on part en qualité, nous, d'instructeurs, avec notre brevet à jour, etc., puis on va faire un café croissant, on va manger au restaurant de la plateforme de je sais pas quoi, on va retrouver Régis en Tunisie, s'il y a des conneries, il faudra bien savoir qui c'est le coupable. Et donc là, on responsabilise des gens dans leur qualification de pilote commandant de bord. Ensuite, un dernier point, c'était l'oxygène. Avant le 1er juillet, l'oxygène était différente quand on était en ULM, d'accord. On était sous une réglementation franco-française, et là, donc, il y a une standardisation pour plus avoir d'écart entre la réglementation qui s'applique EASA et la réglementation qui était franco-française encore applicable. Et comme ça, voilà, on a standardisé tout le monde. Et les gens qui sont multipratiques, ils n'ont plus à faire le yo-yo de savoir où et quand je dois mettre l'oxygène ou pas et le temps dans lequel je dois voler. Voilà. C'est du bon sens, hein, après. Voilà, on a standardisé. Bon, voilà, c'était pour les gros éléments. Après, c'est des choses de bon sens, hein, comme l'a dit. Il y avait voilà, petit point d'en haut aussi. C'est difficile à lire de loin. C'est interdit d'embarquer, débarquer des passagers retour tournant pour les hélicos. Oui, voilà. Du coup, voilà. Alors c'était déjà le cas normalement, mais bon, là ça va mieux quand c'est écrit. Voilà. C'est plus lisible et compréhensible pour l'ensemble des usagers. On n'a pas d'embarquement retour tournant, sauf sur certaines spécialités dans les armées, le SAMU, etc. Voilà. Donc, dans toute la réglementation, vous avez vu, on va toujours trouver ces 3 chapitres. Exigence pour l'exploitation ou l'exploitant, exigence pour la machine, l'ULM, et exigence au niveau du pilote. L'arrêté était construit comme ça. Pas la première version de l'arrêté, il y en a qui doivent s'en rappeler, où tout était mélangé. C'est vrai qu'on a demandé, pour que ça soit lisible, effectivement, que cet arrêté soit bien structuré. Exigence exploitant, exigence ULM, exigence pour le pilote. Et c'est beaucoup plus lisible et ça permet de faire des
des tableaux plus synthétiques également. Voilà. Donc les agendas, effectivement. Alors Karine me rappelait, donc pour les sièges, si c'est prévu par le constructeur au niveau du nombre de points, donc en avril 2026, les machines devront être équipées. Si ce n'est pas le cas, il y a jusqu'en 2028. Voilà. Si le constructeur doit faire une adaptation, on lui laisse le temps de mettre en place les dispositifs spécifiques, parce que s'il ne s'agit pas de rajouter une simple bretelle, il faut aussi que les points d'attache soient suffisamment résistants et tout soit approprié. Donc dans certains cas, il peut y avoir des modifs, y compris de structure, pour rajouter des points d'attache supplémentaires. Voilà. Donc 2 points importants, il y a deux échéances majeures. Donc au 1er juillet 2025, mais tu vas peut-être le rappeler ça éventuellement. Ouais, je te laisse intervenir là-dessus, d'accord? Bon, alors on passe le slide, c'est toi qui vas le faire. Voilà. Donc pour résumer, pour le quotidien des pilotes du LM de loisirs, il n'y a pas de changement dans l'arrêté OPS particulière, à part les 2-3 petits points qu'on vient d'évoquer avec Mathieu, sur lesquels on a souligné là-dessus. Donc pour les vols privés de loisirs, sans vol à titre onéreux, ça ne change rien pour le pilote de loisirs. Vous pouvez emmener madame, votre copine, machin. Si ce n'est pas du vol de loisirs à titre onéreux, c'est comme avant. Là, on parle bien de vol où on emmène un passager payant. D'accord? Deuxième point, donc ces dispositions, il y a un certain temps pour les mettre en place avec 2 niveaux d'exigence, VLO ou VLD, selon structure professionnelle ou structure club, donc associative, avec cette limite de 8%. Au-delà de 8%, on passe simplement dans le vélo. Troisième point, le délai d'application. On va y revenir un peu plus en détail. Donc, pour tout ce qui est les activités particulières, donc c'est juillet 2025. Par contre, pour se mettre en conformité pour les structures déjà existantes, ils ont jusqu'en avril 2026. On va y revenir dessus. Tout ça va faire l'objet effectivement d'accompagnement de la part de la Fédé. D'une part, il y a des webinaires, il y en a déjà eu quelques-uns, et s'il faut, on en refera. C'est pas, tu confirmes, Mathieu? Voilà. Le guide pratique est à votre disposition. Vous pouvez le télécharger sur le site de la Fédé là, depuis le mois d'avril, il n'y a pas de problème, il est disponible et il est à jour et validé par la DGAC, puisque c'est un guide qu'on a fait en commun avec la DGAC, donc c'est vraiment un guide qui reprend les points de l'arrêté et dans lequel les informations qui sont dans le guide sont, entre guillemets, certifiées. Voilà. Et puis, donc, beaucoup de conférences aussi, et puis l'accompagnement de la part de la Fédé sur l'aspect documentaire. Voilà. C'est les 5 points. Voilà. Donc ça, c'est quelques exemples, mais bon, on va passer rapidement là-dessus, c'est pas l'objet. Donc ça, c'est des exemples d'applications qui seront mis à disposition pour essayer de faire des documents dématérialisés plutôt que de faire encore du papier, des dossiers, des trucs comme ça. La Fédé mettra à disposition des outils plutôt numériques. Comme ça, vous pourrez directement avoir l'historique sur votre ordinateur, des vols, etc., les attestations que vous aurez fait auprès de vos passagers. Ça vous simplifiera beaucoup la vie, si vous le souhaitez. Après, libre à vous de faire encore du papier, des trucs autrement. Mais le cadre de l'arrêté permet de faire des documents numérisés. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant de prendre en compte. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, sûrement. Quelques-unes. Alors toi, t'en avais. Je commence par lui parce qu'il y avait beaucoup de questions. Vas-y, je t'écoute. Oui, juste pour le délai, parce que ça. Donc on est en septembre, c'est en application en avril. 2026. Donc est-ce que vous pensez par exemple que on pourrait l'avoir pendant l'hiver? On a un peu plus de temps pour se familiariser aux outils, pour éditer le Manex, ou après à partir par exemple de ne pas l'avoir la dernière minute en mars où on redémarre à fond nos activités et là on aura du mal à faire les deux. Alors, je donne la parole à Mathieu, donc la direction technique nationale, puisqu'il va plus que largement contribuer à ces documents. Mathieu, l'échéance des documents? Alors, comme on se l'est partagé tout à l'heure, et pour pas cacher quelque chose, c'est pas un secret de polichinelle. Avant de répondre à la question, la difficulté, c'est de pouvoir fournir quelque chose qui marche tout de suite avec les ressources qu'on a au sein de la fédération. Donc, depuis mars, on est attelé à fournir tous ces documents, tous ces Manex, tous
tous ces besoins en écriture qu'il y a. Et donc ça prend du temps, c'est chronophage. Pour tout vous dire, on est très peu à pouvoir rédiger tout ça. L'objectif, ce serait de pouvoir vous le fournir selon l'activité qu'il y a globale à la fédération pour la fin de l'année. Voilà. Il faudra pas être. Je peux pas vous donner une date précise. Je vais pas vous dire que ce sera à Noël. Je peux pas vous dire que ce sera fin novembre. C'est un beau cadeau. Mais je peux vous dire qu'avant la mise en application de l'arrêté, une chose est sûre, c'est que ce sera dans vos boîtes aux lettres et à disposition de chacun des usagers. Maintenant, le délai, la temporalité de la mise à disposition, on ne la contrôle pas parce qu'on l'a bien vu avec certains arrêtés ou avec certains documents qu'on a besoin de fournir. On est rattrapé par la réalité de l'actualité et donc du coup, des fois, on est obligé d'abandonner un dossier pour retravailler sur l'autre parce qu'il y a une urgence qui est à l'instant T. Et bon, voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce sera avant le mois d'avril, c'est une certitude, et on va essayer de vous laisser le plus de délai possible pour pouvoir vous accaparer l'outil, pour pouvoir aussi déclarer vos activités, et puis si jamais on devait avoir quelques retards ou quelques soucis, on est en relation très proche avec la MALG et avec la DGAC, donc on arriverait à discuter pour avoir un temps de respiration s'il en était nécessaire, mais je ne pense pas. Parce que là, pour tout vous dire, ce qu'on doit affiner, on s'est encore vu ce matin, c'est quels sont les termes du partenariat, hein, c'était marqué, quels sont les termes, quelles sont les attentes et les attendus de chacune des parties pour pouvoir réussir à communiquer entre la DGAC et la fédération. Voilà. Donc tout ça, c'est sur le grille. Ma deuxième et dernière. Juste pour le parachute de secours, est-ce qu'il doit être accessible du passager? Je pense par exemple un biplan en tandem, en général, il est accessible que du pilote de l'arrière. Donc ça enlève effectivement la possibilité au passager s'il y a un malaise et tout ça. Donc on en est où au niveau réglementation juridique? Alors c'est pas précisé dans l'arrêté. Il n'y a pas une exigence de dire que les deux doivent avoir accès. Dans l'arrêté, c'est pas écrit. Par contre, après, je dirais, c'est une question de bon sens et de sécurité. Si la machine, parce que tous les parachutes ne peuvent pas être des doubles commandes, mais si c'est possible, c'est effectivement un plus. Voilà, on va le dire comme ça. Voilà. Mais l'arrêté n'a pas mis cette exigence. Voilà. Les gens de la MALG et de la... Ouais, c'est un cas particulier, ouais. Genre un biplan voilà. En tandem, c'est pour les tandems. Voilà. Par contre, ce qui est important, si effectivement une double poignée de parachute, c'est extrêmement important d'expliquer aux passagers que c'est pas une poignée pour se tenir. Je prends l'exemple caricature parce que ça s'est déjà vu. Voilà, en cas de panique, le gars il tire. Voilà. Donc la position de la poignée doit être judicieusement choisie, d'une part, et puis aussi bien expliquer dans quel cas je serai amené à tirer le parachute. Simplement voilà. Mais je pense avoir répondu à ta question. Oui, voilà. Mais c'est pas défini. On n'est pas juridiquement, s'il est accessible absolument, que voilà. Du pilote, on n'est pas juridiquement d'accord. Non, voilà, très clairement. Okay. Pour revenir sur le parachute de secours, il y aura une conférence entre midi et 13h30 suite à l'étude qui a été sortie par le bureau enquête analyse. Ils sont là, Gauthier, Thierry et leur collègue qui a rédigé l'étude. Pour en revenir à ce que tu dis, en fait, il faut bien se dire que quand on met une mesure, par exemple une deuxième poignée à l'arrière, on amène aussi un deuxième risque qui est associé à cette poignée qui est derrière. Louis, il parlait du briefing du pilote. On va en parler certainement tout à l'heure, mais il est primordial de pouvoir nous voler sereinement quand on est en pilote tandem, de se dire derrière comment ça se passe. Quand on est en côte à côte, on voit, déjà, il y a le langage non verbal qu'on apprend quand on fait l'emport de passagers et quand on est pilote et qu'on emmène du monde. Il y a un langage non verbal qui s'installe et on arrive à détecter le niveau de crispation ou pas de la personne. Ça, c'était pour répondre à est-ce qu'il faut mettre Moi, je pense que c'est une bonne solution. Mais il faut être aussi au niveau du briefing pour pouvoir faire en sorte de nous voler tranquillement en tant que pilote de vol d'initiation ou pilote de baptême. Et la deuxième chose, je pense que le taux réglementaire n'est pas bon dans notre pratique. Il ne faut pas attendre qu'on réglemente et qu'il y ait une imposition par la loi de mettre une deuxième poignée de parachute parce que ça va amener des contraintes auxquelles le commun
le commun des volants n'a peut-être pas besoin. Donc je pense que c'est vraiment une vraie mesure de bon sens. Ça fait partie des bonnes pratiques. Est-ce que moi, dans ma pratique, je suis conscient qu'il faut que je sécurise aussi le passager? Parce que fatalement, on n'est pas immortel, on n'est pas à l'abri d'un AVC ou d'un arrêt cardiaque, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi laisser cette respiration à nos usagers, à nos pilotes. Une autre question, oui, vas-y. Oui. Bonjour, je me présente, je suis Frédéric Mallet. J'arrive de Guadeloupe où je vole en autogire et donc on a un petit problème, le survol maritime avec la flottabilité. Alors moi, ma question s'adresse plutôt à la DGAC, dans le sens où on avait une dérogation qui nous avait été accordée en parlant de moyens alternatifs à la flottabilité et on veut savoir si cette dérogation est toujours valable de fait. Alors, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si on peut la porter là. Bon, c'est pas la Fédé de me répondre, je pense que c'est plus à la DGAC. Non, mais je me tourne un peu vers les gens de la DGAC. Je ne sais pas s'ils ont les éléments ou pas. Là, c'est un cas un peu particulier, effectivement. Parce que en hélicoptère, on a vu ça existe, il y en a même un qui est exposé devant, mais en gyro, effectivement, il y a eu quelques gyros avec des flotteurs, mais c'est pas très performant, si j'ai bien compris. Alors oui, et puis surtout c'est de la masse. C'est de la masse aussi, voilà. C'est de la masse, mais la question elle est juridique, c'est-à-dire à partir du moment où une dérogation a été accordée par la DGAC il y a plus de 10 ans maintenant, en disant que le moyen alternatif à la flottabilité était recevable, je veux simplement savoir si ça continue, quoi. On pourrait l'imaginer, mais bon, on ne peut pas apporter la réponse sans la DGAC, je sais pas. Là, je passe la parole juste après à Karine. Et je pense que dans toutes les îles comme ça, il y a des systèmes dérogatoires qui sont mis en place. Et je pense que Karine va vous dire la chose suivante, c'est qu'il faut savoir les renouveler et réactiver ces systèmes dérogatoires. Oui, moi je dirais qu'il faut que vous posiez la question à votre DSAC, la DSAC qui traite anti-Guyane, là, qui vous dira si la décision est toujours valable ou s'ils doivent la refaire, la mettre à jour pour citer le nouvel arrêté, je ne sais pas, voilà, pour lui donner une validité juridique plus forte. Voilà. Je vous invite à poser la question à votre DSAC hier qui vous répondra. Donc pas besoin de redemander une dérogation en fonction de l'article 4 ou 5 de la nouvelle réglementation. Ils vous diront si eux ils doivent la réémettre en citant ces nouveaux textes réglementaires ou pas, ou si voilà. Ça se négocie donc. Après, s'ils vous l'ont autorisé la première fois, oui. Je vois pas vraiment de raison pour que ils vous l'interdisent maintenant. Mais bon, je sais pas. Il faut leur poser la question. Bon, ouais, on n'a pas la réponse précise. C'est un cas particulier. Ouais. Donc pour ce cas particulier. Oui, t'en prie, vas-y. Oui, je m'appelle Jean-Marie Varon, je suis président d'une petite association LAPA qui m'envoie notre secrétaire nous envoie une alerte. Il semblerait qu'il y ait une action de la FF Plume et puis pour le vol en montagne. C'est juste une question, la loi 3DS qui amènerait l'interdiction du vol loisir à atterrissage. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Est-ce qu'il y a une action à laquelle on peut aider? Parce qu'il avait l'air de faire appel à nos dons pour financer... Oui. Alors, c'est un peu hors sujet, je suis désolé. Oui, je veux bien y répondre, effectivement. La FF Plume, tant que ça n'a arrêté, la loi 3DS, je fais très très court, hein, mais on verra en particulier si tu veux. La loi 3DS est une loi de 2022 qui n'a rien d'aéronautique, qui est une loi environnementale dans laquelle ils ont glissé 6 lignes et qui effectivement restreignent très fortement le vol dans les zones de montagne. Les zones de montagne, c'est 30% du territoire français, donc il y a des plaines complètes qui sont en zone de montagne. Et c'est là où il y a un truc qui déconne, il n'y a pas d'autre mot. Je me tourne même vers les gens de la GTA qui ont beaucoup de mal à interpréter et comprendre ce texte parce qu'il est tellement ambigu et il n'a pas été du tout validé et discuté au niveau de la DGAC parce qu'on a eu des échanges là-dessus. Et c'est pour ça que la FF Plume a engagé une action pour que ce texte soit pas nécessairement modifié, mais au minimum précisé, qui interdit l'embarquement, débarquement de passagers dans les zones de montagne en dehors des aérodromes et des terrains validés par l'autorité. Voilà. Et puis qui de facto supprimerait également tous les terrains occasionnels en zone de montagne, mais on ne pourrait plus les utiliser. Donc c'est quand même une restriction majeure, ça fait des centaines de terrains qui disparaissent, alors que ce n'était pas du tout l'intention initiale de l'arrêté. L'arrêté, il a été simplement pris par 2 députés et 2 sénateurs
qui se sont offusqués à juste titre, et nous aussi, quand il y a un gars qui s'est posé au sommet du Mont Blanc, en plus c'était un Suisse, donc ça, voilà, bon, j'ai rien contre les Suisses, mais quand même, voilà, et qui se sont aperçus que finalement il n'y avait aucun test qui l'empêchait, l'amende finale 38 €. Voilà, bon. Donc il fallait trouver un moyen quand même de contrer ça. Donc ça c'est une aberration, voilà. Et à cause d'une dérive de quelques pilotes, un arrêté a été pris, mais sans réfléchir, je dirais, aux effets de la rédaction qui a été mise. Voilà. Donc c'est ça l'action. Voilà. Donc, je m'arrête là-dessus. Oui, on se verra en particulier si tu veux. On peut pas comment effectivement aborder plus. Ma question elle est simple. Vous avez lancé un appel au peuple pour financer cette action-là, oui ou non? Donc, oui. Ah oui, moi je confirme. Autant le dire à tout le monde. Non, mais très clairement, la fédération, tous les licenciés de la Fédé ont reçu un mail dans le sens où effectivement on a créé une cagnotte, ça s'appelle comme ça, hein, simplement pour pouvoir financer les actions juridiques, mais aussi d'expertise, parce que c'est un truc qui est assez pointu, parce que là il va falloir qu'on rentre dans des démarches non pas juridiques, tribunal nécessairement, mais plutôt de conciliation avec des experts, entre experts, pour pouvoir creuser les textes, voir quels sont les textes sur lesquels on peut s'appuyer et comment on peut faire modifier l'application de ce texte. Voilà. Donc, on sait très bien que quand on prend un expert dans les domaines, quoi que ce soit, c'est 1000, 2000 € la journée, enfin, c'est relativement cher. Et on s'est dit, vaut mieux faire ça à travers une cagnotte plutôt que de piocher dans chaque licence de chacun des licenciés qui font partie du fonctionnement général de la fédération. Voilà pourquoi on a fait comme ça. Voilà. On passe à une question, oui. Voilà. Oui, bonjour. J'adore l'ULM, c'est pas une question provoque, mais dans votre présentation, vous expliquiez qu'il y avait un point de blocage qui était le médical de classe 2. Oui. Alors pour quelle raison êtes-vous à ce point vent debout contre le fait d'être assujetti au médical de classe 2 en fait? Alors, à plus forte raison quand on emporte des passagers payants / clients. Alors pourquoi ça? Ça a été une longue discussion, et y compris avec les experts médecins aéronautiques. En fait, on s'aperçoit que la classe 2 ne protège pas plus, parce qu'en fait, quand on va dans un médecin classe 2, c'est souvent une visite médicale sanction. C'est perçu comme ça. Et les pilotes, en fait, quand ils vont aller voir, moi, toi, j'ai un médecin en face de moi, par exemple, eh ben, je vais surtout pas lui dire tout ce qui va mal, quel problème j'ai, et que le médecin de famille vous connaît beaucoup mieux et pourra beaucoup mieux vous conseiller. C'est une approche beaucoup plus constructive et intelligente. On pense de discuter avec le médecin de famille qui veut dire là tu peux, là par contre non, c'est pas bon. Alors que on a trop d'exemples, et moi je connais beaucoup de médecins aéronautiques, ils me disent, moi ça va vous faire sourire ce que je veux dire, mais quand je suis en face d'un pilote qui vient me voir, j'ai l'impression d'être un vétérinaire, et j'ai un chien en face de moi qui va surtout pas me dire, il va pas parler, il va peut-être aboyer éventuellement, mais il va pas me dire ce qui va pas. Et le constat, c'est un peu un constat d'échec de la limite de la classe 2. Autant la classe 1, où là il y a des examens beaucoup plus poussés, etc. Pour les pilotes professionnels, là oui, effectivement. Mais la classe 2, en fait, je le dis très franchement, et c'est pour ça qu'on s'est dit finalement, vous êtes très honnête, il y a une espèce d'hypocrisie, et on voit des gens qui ont la classe 2, on les voit passer là, on dit, putain, lui, il a la classe 2, je sais pas comment il a fait pour l'avoir, mais le mec, il n'arrive pas à monter dans la machine tout seul, enfin, on voit des trucs assez horribles. Alors qu'on a considéré qu'une approche préventive et avec un médecin qui vous connaît bien, c'est beaucoup plus constructif. Voilà, c'est surtout plus responsabilisant. Et l'autre raison aussi, c'est qu'on a regardé ce qui se fait dans d'autres pays étrangers. Typiquement, plusieurs pays ont supprimé la visite médicale classe 2. Je vous donne un exemple pas loin de chez nous, les Anglais. Il n'y a plus de visite médicale, c'est un système entièrement déclaratif, sous la responsabilité du pilote qui signe un document, et ça c'est comme ça qu'on l'a fait nous pour la visite médicale, qui s'engage à dire, voilà, il y a une checklist de questions, je m'engage à dire, voilà, ces points-là, c'est non. C'est ma responsabilité. Le médecin qui est en face de vous, à moins de faire l'examen très poussé, il ne pourra pas vous dire vraiment si vous êtes en totale bonne santé ou pas. Voilà, ça va l'explication. Voilà. Donc c'est plutôt une démarche constructive et qui a été partagée. Je ne sais pas si Jacques n'est plus là, notre médecin fédéral, mais ça a été une discussion assez longue et finalement, on pense même, et je vais dans ce sens-là, ce n'est pas un secret que je vous dis, au niveau de l'EASA, il y a une discussion très profonde sur la visite médicale classe 2 pour les pilotes de loisirs. Je ne parle pas de la classe 1 pour les pilotes professionnels, on est sur un autre domaine. Mais d'alléger très significativement, d'aller vers un système déclaratif.
Voilà, c'est une évolution qui est en train de se faire. Et je parie fort que dans les 5 ans qui viennent, l'EASA va nettement modifier le sens de la classe 2 tel qu'il est fait aujourd'hui, qui est plutôt une visite sanction qu'une visite de prévention. Voilà. D'autres questions? Oui, je pose une question. Oui. Bonjour, juste une petite question. Les VLO peuvent se faire que dans le cadre d'une entreprise. C'est-à-dire qu'à titre particulier, on ne peut pas les faire. Et si oui, quel est le statut de l'entreprise à privilégier? Entreprise minimum, tu peux être auto-entrepreneur. Après, il y a aussi un aspect fiscal qui va derrière tout ça. Donc derrière ça, il y a quand même de la TVA, etc. Auto-entrepreneur, tu déclares toi-même effectivement ton chiffre et tu as comment on appelle ça là, un pourcentage voilà, des taxes diverses et variées. Voilà. Mais tu peux le faire en auto-entrepreneur ou c'est possible. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. Il n'y a pas besoin d'être en SA ou SARL, etc. Tout à fait. J'ai une question sur le... Tu as parlé du carnet de route. Oui. Tu as parlé du carnet de vol. Et j'ai rien entendu sur le livret d'entretien de la machine. Alors ça sera effectivement donc, sur le carnet de... Oui, je suis passé rapidement là-dessus. Mais effectivement, donc on doit être capable de fournir la preuve de l'entretien. C'est-à-dire que si tu fais faire par un atelier, tu dois garder les factures, les preuves que tu as fait l'entretien conformément aux exigences du constructeur. Voilà, très clairement. Alors ça peut être soit numérisé, soit garder les factures si tu le fais faire, soit si c'est toi qui le fais, tu dois noter, j'ai fait les visites 50 heures, 100 heures, etc. Et c'est toi qui certifie que ça a été fait. Et tu dois être capable de prouver, par exemple, j'ai changé les bougies, j'ai la facture des bougies, par exemple. Voilà. Oui, Lionel. Concernant les vélos, l'an prochain, nos passagers vont signer donc un papier avec une petite phrase magique. Une petite phrase magique, comme quoi les vols n'ont pas le même niveau de sécurité. Non, c'est pas ça. Je n'ai jamais dit ça. N'ont pas le même niveau d'exigence réglementaire que l'aviation commerciale. Voilà. Et on ne parle pas de sécurité. D'accord. On l'interprète un petit peu comme on veut. Hein, mais sachant que nos passagers sont quand même connectés, ils voient bien que l'aviation générale, depuis le début de l'année, il y a eu des soucis. Quel est l'intérêt de cette phrase, tout simplement? C'est pas parce qu'on va signer un papier que vous allez faire, entre guillemets, quelque chose de pas de même niveau. Quel est l'intérêt, quoi? Bon, Lionel, je ne te cache pas qu'on s'est bien bagarré là-dessus. On n'a pas pu avoir une cause, c'était un point de blocage. Et que simplement, on a été attentif dans la rédaction de cette phrase. Il y en a qui étaient présents, qui étaient présentes, effectivement, qu'on ne parle pas de sécurité pour dire vous allez faire du LM, c'est dangereux. Alors, certains pourront le lire comme ça, mais ce n'est pas du tout ça qui est dedans. Mais c'est plutôt une protection juridique. Pour dire on n'est pas dans le même niveau d'exigence, et ça personne ne peut le nier, que quand tu montes dans l'Airbus qui fait la Réunion Paris, tu n'es pas dans le même niveau d'exigence réglementaire que quand tu fais un tour peut-être, mais nos passagers, ils vous ont bien vu à la télé qu'il y a des pilotes qui coupent les moteurs en vol, ils ont bien vu des avions qui se posent sur le toit, ils ont bien vu. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, c'est encore moins que les avions qui on passe à la télé, c'est ça? Ça sert à rien. Je vois pas l'intérêt d'augmenter la sécurité avec une phrase comme ça. C'est pas la sécurité, la sécurité. Non, mais j'aurais bien voulu entendre la DGAC répondre, puisque c'est vous qui avez. Alors, il faut dire, ça vient aussi, et tout d'abord, d'une recommandation du BEA. Cette phrase qu'on a fait rajouter dans l'arrêté, c'était une recommandation du BEA sur le fait que un passager, il y a eu des accidents où le passager finalement avait aucune notion qu'il était dans un ULM par rapport à un avion certifié, voilà, et il découvrait ça un peu, voilà, après l'accident. Et donc, ce qui est ressorti, c'est que le BEA a préconisé qu'il y ait des informations qui soient faites aux passagers sur voilà, le type d'aéronef dans lequel ils volent, voilà, pour que le passager, après, décide ou pas. Voilà. Et le BEA, il n'est pas là? Bon. Ah. Si, le BEA est là, mais... Alors, pourquoi on a mis cette phrase, alors? Non, la phrase n'a pas été rédigée par le BEA, c'est issu d'une recommandation. Ils l'ont préconisé. Alors désolé, c'était une recommandation, mais nous on donne pas la solution. C'est pas nous qui avons rédigé, c'est pas nous qui avons rédigé le texte. Mais l'idée, c'est qu'on a quand même plusieurs accidents dramatiques avec des familles qui imaginaient voler en avion
et sur malheureusement des exploitants qui avaient vraiment clairement un peu abusé sur tout ce qu'ils pouvaient abuser en termes d'entretien et de plein de choses, avec des machines quand même globalement bien peintes, faut l'admettre, et présentées vraiment comme des avions. Et c'est de là, de ce constat, parce que pareil, hein, dans ces enquêtes-là, quand on fait face aux familles, qu'on explique que l'ULM n'était pas du tout entretenu, il n'y avait rien dans les règles de l'art et ça a conduit à l'accident. Et la famille en face, on a réservé un billet d'avion, là, on ne comprend pas. Et c'est ça qui nous a donné ce besoin d'informer. Voilà, sans donner comment on informe. Alors je sais que c'était pas facile, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de discussions et c'est pas facile de trouver le bon niveau. Mais c'était, j'ai grossotré un petit peu le consommateur éclairé quelque part, qui sache dans quoi il met les pieds. Voilà. Par contre, ce qui peut être dit, et ça c'est un énorme atout de l'ULM par rapport à l'avion, machine équipée de parachute. 80% des ULM aujourd'hui, pour ne pas dire plus, des 3 axes sont équipés qu'un parachute, chose que n'ont pas les avions. Donc vous pouvez dire, effectivement, on vous amène à un niveau de sécurité peut-être supérieur d'un certain nombre de cas, parce qu'on est équipé avec un parachute qui permet de nous poser comme une fleur, ou presque, voilà. Lionel, c'est pas le contraire, c'est un sujet touchy, il faut qu'on trouve, voilà, il faut l'accepter, mais bon, ça c'est pas un choix, et je peux dire que ça a été largement discuté, débattu. Les premières phrases étaient bien pires que ça, hein, je peux te le dire. Ouais. Voilà, mais bon, c'est compliqué, mais il ne faut pas se focuser là-dessus. Ce qui est important, c'est surtout ce qu'on met en place pour assurer. Et des grandes structures comme la tienne, parce qu'on se connaît bien, j'étais chez toi, quand tu montes dans un UM chez toi, on se sent absolument sécurisé. Les machines sont parfaitement entretenues, les pilotes sont parfaitement entraînés et guéris, toutes les précautions sont prises, franchement. Il y a un niveau de sécurité qui est excellent. Et finalement, dans ce qui est fait là, 80%, tu le fais déjà. Faut pas dire plus. Voilà. Mais je suis d'accord. Voilà, on peut faire un débat très long là-dessus. Oui, je sais, c'est contrariant. Nous aussi, ça nous contrarie. Mais bon, il y a des choses, il a fallu faire avec. Comment? Oui, absolument. Donc la déclaration, ça sera fait on ne voyait pas très bien, mais en fait, la phrase sera indiquée, effectivement. Vous allez faire un vol de découverte d'un aéronef qui n'a pas fait l'objet d'une certification et qui n'a pas le même niveau d'exigence réglementaire que l'aviation commerciale, certifiée. Et on peut rajouter, effectivement, la machine est équipée d'un parachute de secours, etc. Tout à fait, ça, exactement. Absolument. Oui, tout à fait. Voilà. Mais bon, il y a quelquefois, c'est des réglementations, c'est des compromis, c'est des négociations, il faut trouver des points, c'est pas toujours évident. Voilà. Alors la phrase type, elle est définie dans l'arrêté. Par contre, le contenu peut être complété par effectivement exactement ce qui était indiqué. Il y a un parachute de secours. Pour les pilotes non instructeurs. Alors là, bon, j'ai pas le texte devant les yeux, mais c'est dans l'arrêté. Le cadre est défini. Il y a principalement une formation facteur humain qu'on fait quand on fait une formation d'instructeur, qui n'était pas obligatoire pour les pilotes de baptême. Donc il y a un stage FH qui sera à faire, qui peut se faire dans l'organisme avec un programme qui est contenu, et puis un vol de... Voilà. Ah oui, il est bien détaillé, et la fédération proposera même un cadenas, un canevas, c'est ça, oui, complet, avec le contenu et les exigences, tout à fait. Voilà. Par contre, on a pris un peu de retard, Louis, et donc je pense il faudrait... Allez, on termine. Allez, je te laisse. Donc donc quelques mots juste pour terminer ce point sur l'arrêté IOPS-ULM. Donc un point sur le calendrier et un point sur tout ce qui est modalité de déclaration. La chronologie, donc on vous l'a déjà rappelé sur la présentation précédente. Donc les grandes échéances, il y avait effectivement le 1er juillet 2025 pour du coup la déclaration donc entrée en vigueur des dispositions générales de l'arrêté, donc tous les annexes de 2 à 4 concernant donc les pilotes et les équipements, et aussi pour les activités particulières. Donc c'est-à-dire que tout nouvel exploitant qui souhaite réaliser une activité particulière peut dès le 1er juillet 2025 se déclarer. Ceux qui ont déjà effectué un dépôt de manuel d'activité particulière, suivant le régime de l'arrêté 91,
eux, ils ont encore la possibilité, jusqu'à la prochaine échéance, le 1er avril 2026, de continuer sur le régime de leur manuel d'activité particulière de l'arrêté 91, d'amender ce manuel d'activité particulière conforme à l'arrêté 91, toujours sur le régime de l'arrêté 91, jusqu'au 1er avril 2026. Et voilà, et ensuite le 1er avril 2026, c'est l'entrée en vigueur donc, de la déclaration pour tous les exploitants qui souhaitent donc réaliser des vols locaux à titre onéreux, les vols locaux de découverte, les activités particulières, donc tout le monde passera, et qui inclut également la nouvelle activité particulière, les vols de voltige. Alors, vous avez pour la déclaration donc une démarche simplifiée qui a été mise en place et qui donc est active depuis avant le passage du 1er juillet 2025. Donc cette démarche simplifiée se représente sur un formulaire assez concis. Donc, tout d'abord, sur plusieurs étapes qui vont démarrer sur les informations sur le déclarant. Ensuite, comme il s'agit d'une déclaration initiale, il faudra préciser évidemment le type de déclaration, une déclaration initiale d'activité, donner des informations générales sur votre organisme, donc notamment ses références, numéro ciré, et le nom aussi du cadre responsable. La troisième étape, c'est ici que vous remplirez donc tous les aéronefs et l'activité qui est associée à cet aéronef, donc les références de l'aéronef et l'activité que vous comptez mener avec. Et la dernière étape qui est aussi importante, c'est l'engagement de conformité, comme quoi voilà, vous respectez le cadre de cette nouvelle arrêté OPS-ULM. À l'issue de cette démarche qui s'effectue sur le lien démarche simplifiée, vous recevrez un email de confirmation. Donc cet email de confirmation qui vous sera adressé contient votre nom d'organisme évidemment et un numéro de déclarant. Donc c'est un numéro qui se présente sous la forme fr.dec avec 4 chiffres qui suivent. Ce numéro il sera à conserver, il sera très important parce que c'est un numéro qui vous identifiera ensuite pour le reste de vos démarches, notamment si vous devez mettre à jour votre déclaration après coup, et aussi donc c'est ce numéro-là qui fera froid. Vous avez ensuite une date de validité de la déclaration, voilà, qui sera renouvelée tous les 2 ans, et un rappel de ces éléments. Si vous souhaitez faire une déclaration modificative, donc vous avez dès maintenant, une fois que vous avez effectué la déclaration initiale, la possibilité d'effectuer une déclaration modificative, vous repartez de la démarche simplifiée, muni de votre numéro FRDEC qui vous a été communiqué lors de la déclaration initiale. Donc je vous conseille de dupliquer le premier questionnaire pour conserver les champs pré-remplis et de modifier ces champs pré-remplis pour faciliter, pour ne pas avoir à tout ressaisir. Donc évidemment, là il s'agit du type déclaration modificative ou continuation d'activité et avec le numéro de FRDEC. À chaque déclaration modificative, on vous demandera de renseigner le bilan de vos heures, donc un bilan d'activité qui a été fait jusqu'à présent. Voilà. Si vous retirez un appareil de votre flotte, ça ne sert à rien de le ressaisir dans la déclaration modificative. Vous avez la possibilité de le supprimer. Voilà un premier point sur la partie démarche simplifiée. Sur la surveillance des exploitants, donc un plan de surveillance et des actions de surveillance vont être mises en place par la DESAC. Donc on est en train de définir les contours de ce plan de surveillance. Il commencera d'ici l'été 2026. Et ce seront donc avec les inspecteurs aussi de DESAC régional qui, du coup, mèneront ces inspections. Alors, voilà, donc on a plusieurs cas dans la surveillance, on va dire programmée, donc dans le cadre du plan de surveillance. On a aussi de la surveillance réactive et de la surveillance inopinée. Donc dans le cadre de la surveillance programmée, donc l'exploitant il est bien informé bien en amont pour la préparation de l'acte. Et les autres cas, c'est des surveillances qui interviennent ensuite en raison de divers signaux. Donc vous serez, dans le cadre de la surveillance programmée, il y aura une prise de contact qui sera bien effectuée en amont de l'acte de surveillance avec l'initiation des échanges via une plateforme dédiée qui s'appelle Météor. On va se mettre d'accord sur une date pour réaliser l'acte de surveillance. Vous nous transmettrez en amont les documents qui seront demandés par les inspecteurs de surveillance. Il y aura une partie contrôle documentaire et une partie contrôle sur site. Et ensuite, lorsque l'acte aura été complété, on vous transmettra le rapport d'audit, le rapport de surveillance, les constats éventuels qui auraient été relevés, qui devront être à résoudre et en attente de réponse de l'exploitant. Et ensuite, justement, par rapport à ces constats, une
correction et une clôture des constats au fur et à mesure. Alors, pour nous contacter, et voilà, sur ces aspects-là, quelques liens utiles. Donc, vous avez la page web qui est dédiée sur l'OPS-ULM du ministère. Vous avez aussi le lien vers les démarches simplifiées. Alors, désolé, il n'y a pas de QR code associé. J'ai juste, pour l'instant, les adresses Internet. Et vous avez aussi notre boîte fonctionnelle de contact, donc du pôle opération hélicoptère, version générale et drone, donc des sacs NOH-BF, sur lesquels vous pouvez déjà nous adresser vos questions relatives à la mise en place de l'arrêté et aux différentes questions liées à l'arrêté et aussi sur les actions de surveillance. Évidemment aussi, nous mettrons en lien avec vos dessaquilleurs territorialement compétentes. Voilà. Sur ces aspects déclaration, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes aussi présents sur le stand des GAC, donc vous pouvez passer nous voir. Et aussi n'oubliez pas donc l'adresse fonctionnelle de contact pour toute question ultérieure. Oui. Alors on n'a pas un support papier, mais on pourra vous l'indiquer. Voilà. N'hésitez pas à passer, on vous l'indiquera. Merci beaucoup. Merci Manuel. Voilà. Bon, ce qui est intéressant pour conclure là-dessus, bon, on voit que ça a été un travail de longue haleine, qui a un travail collaboratif, même si je peux vous dire, il y a eu des discussions des fois un peu tendues, mais qu'on est quand même resté dans un système déclaratif, c'est quand même ça qui est important, et que les procédures essayent d'être le plus simple possible, dématérialisées, donc c'est quand même un vrai progrès, on n'est plus sur des manexes comme on avait autrefois, enfin sur des documentations administratives de tous les côtés, où il y avait des rayons, des étagères, voilà, donc on essaye de faire ça, voilà. Donc en tout cas, un grand merci donc Manuel, aux gens de la Malgue, aux gens des Sakeno pour ce travail, parce qu'on a bossé aussi avec eux, aux gens du BEA, voilà, et puis on vous remercie, et puis sur le site de la Fédé, j'insiste, vous pourrez trouver toute la présentation qu'on a faite, ainsi que la présentation de Manuel qu'on mettra en ligne pour tout le monde. Voilà, merci à tous. Comment ? La présentation sera en ligne, ouais, vous pourrez me la regarder en visio après, en différé, tout à fait, c'est prévu. Voilà. Et on enchaîne sur le parachute de secours. Voilà.